je vais commencer sur l'enthousiasme. Pourquoi je vous parle de New York? Ce n'est pas pour dire que je suis un philosophe trotteur ou je ne sais pas quoi. Je vous parle de New York et de la Californie parce qu'on peut les critiquer, les Américains. Ils sont critiquables comme n'importe quelle société avancée, riche et un tout petit peu arrogante. On l'a été, les Français d'ailleurs, on l'est peut-être encore. Vous savez qu'il y a 2000 ans, les Gaulois étaient critiqués par certains historiens romains comme des gens vaniteux qui n'avaient qu'une seule obsession, c'était l'apparence, les beaux habits, et qui jouissaient plutôt de faire du mal aux autres que d'être dans le bien et le bonheur. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a 2000 ans d'atavisme derrière nous. Donc voilà, au-delà des stéréotypes, au-delà des caricatures, je vous parle de l'Amérique parce que je vais être assez optimiste. Je vais vous parler du bon point. Du bon point que j'ai relevé là-bas. Évidemment, forcément, comparé à ma culture, qui est une culture française un peu cosmopolite, j'essaye d'être dans la carte du voyage, mais il y a quand même un très bon point. Il y a un bon point qui est en fait lié. Le premier bon point, deux bons points qui sont liés. Le premier bon point, c'est que c'est une nation qui est organisée sur l'optimisme. Organisée sur l'optimisme. Je crois que les deux mots doivent être pesés pleinement. C'est compliqué, l'optimisme, une organisation, c'est compliqué. Qui dit organisation dit système, dit technocratie, dit système de commande un peu décentralisé des personnes, organisé. Et sur l'optimisme, c'est compliqué parce que l'optimisme, on a l'impression, nous, Français, que c'est plutôt une conséquence d'un état d'esprit. Je suis optimiste parce que j'ai des raisons de l'être, grosso modo, pour un Français. L'optimisme, on sent bien que ça donne un petit coup de pouce dans la vie pour les rencontres parce qu'on sourit, on est plus avenant et donc forcément, les rencontres sont plus facilitées. Mais là-bas, pas du tout. L'optimisme, c'est une posture existentielle. Et on la révèle violemment, cette posture, lorsqu'on dit ses projets, lorsqu'on dit ses rêves, et que la personne en face nous dit « mais c'est super ». Et là, on se dit « waouh, je suis dans un pays étranger ». Attends, mais je viens de te dire un super grand rêve, un truc vraiment difficile. Ah ouais, c'est super. Fais-le, vas-y, quoi. Et là, c'est fascinant. Là, c'est fascinant parce que c'est pas tellement, on le savait qu'ils étaient comme ça un peu, on les connaît un peu, mais c'est pas ça, c'est que tout d'un coup, notre étonnement nous-mêmes face à cette culture nous montre en creux, en négatif, ce que l'on est devenu, nous Français. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout habitué à ça. Le dernier, ah ouais, c'est super, quand je disais un rêve un peu barge, c'était l'adolescence. Je crois que depuis l'adolescence, à part des amis très proches et très spéciaux, j'ai jamais eu un « ah ouais, c'est super, vas-y, fais-le » dans tous mes projets. J'ai écrit une dizaine de livres, une douzaine de livres. À chaque livre, c'était « ouais, c'est intéressant, mais oh, voilà, c'est compliqué. Oh là, ton sujet, c'est… » Même ça, même ma matière, qui est normalement ma matière de prédilection, dans la musique, pareil. J'ai pas eu de « ah ouais, c'est super. » Moi, au piano, quand je compose, je suis dans l'enthousiasme absolu. Parce qu'on ne peut pas composer autrement, sans tomber dans les clichés de Mozart. Quelque part, composer, c'est ça, c'est s'émouvoir soi-même au maximum. C'est pas de la technique, même Jean-Sébastien Bach, il composait pour s'émouvoir, même si c'était très technique ce qu'il faisait. Et donc, on est plein d'enthousiasme, on montre la musique à quelqu'un, et à chaque fois en France, on a ah, c'est bien, mais tiens, ça me fait penser à… non, quelle émotion ça suscite. Non, on n'est pas ce langage-là. Et donc, ah ouais, c'est super, ton rêve, il est génial, vas-y, fonce. C'est pas quelque chose pour se débarrasser du problème, ils sont véritablement attentifs, parce que on sent que dans l'énonciation du rêve de l'autre, ils se mettent à rêver avec nous. Ils sont déjà mélangés. Et c'est, je pense, la seule façon qu'ils ont de se mélanger. Et là, c'est un peu dur. Je pense que de ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu le Texas, j'ai juste vu la Californie, un petit bout et New York. Mais on a l'impression que raconter ses rêves, ça fait partie de la socialisation là-bas. C'est comme ça qu'ils socialisent. Et socialiser, c'est bizarre comme mot. Nous, on a l'impression d'un cours de sociologie, mais pas du tout. Ils apprennent ça à l'école. Comme, ils ont même un verbe, to socialize. Right, tu vas me corriger l'accent, s'il te plaît? Socialize, d'accord, ok. Ouais, je dis boulot. Et oui, donc c'est la socialisation, c'est vraiment… Alors là, par contre, on est vraiment… C'est ce qui nous fait défaut, on les apprend… Nous, on commence à apprendre la socialisation dans les écoles de commerce. On a 20 ans et on apprend que, il faut faire du réseau. Ah ouais, ah bon, ah oui, d'accord. Et il faut être sympa, il faut s'intéresser aux gens, et surtout au dîner mondain. Ah, il y a du champagne, des olives, qu'est-ce que tu fais quand tu as le patron qui passe, c'est la chance de ta vie, voilà. Ah oui, mais j'ai rien à lui proposer. Non, tu as toi à lui proposer. Tu as ton regard à lui proposer. Tu as ta façon d'être à lui proposer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Déjà, essaie d'être toi-même.
Ah mais moi-même, tu sais, la vie est dure, j'ai des crédits, c'est compliqué. Non, essaie d'être toi-même dans le côté positif, hein. Dans le côté positif, je vais faire semblant de sourire, je vais afficher un bonheurisme de façade. Non, tu dois trouver des ressources en toi. Et on sait bien que dans les carrières, c'est les moments cruciaux des carrières. C'est là où tout se joue. Les instants où on n'a pas pu socialiser, ce sont des grands échecs dans la carrière. On n'a pas eu le courage d'aller voir l'homme ou la femme qui était très sollicité parce qu'ayant beaucoup de pouvoir, très entouré par des gens qui savaient super bien socialiser. Et nous, on n'en savait pas. Et on est resté en dehors. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Dans l'art, dans le business, dans le show business, dans la poésie, dans n'importe quoi. Socialiser. Et pourquoi on a du mal à socialiser ? Parce que je pense qu'on a une sorte de chape de plomb depuis une quarantaine d'années, depuis une trentaine d'années, je dirais depuis la désillusion des années 70, de l'après 68. Et je date ça vraiment précisément de là. C'est-à-dire que quand on lit un peu historiquement le bouillonnement intellectuel qu'étaient les années 70 au niveau, par exemple, de l'université de Vincennes, qu'est-ce que c'était la philosophie en 1970 ? Inventer des concepts, créer du nouveau, inventer d'autres valeurs, transformer le monde par les idées. Et tous les grands philosophes français de l'époque, Derrida, Deleuze, Foucault, tous ces philosophes critiquaient le pouvoir justement qui nous empêchait cette créativité et étaient toujours dans l'idée d'une critique sociale proche de l'école allemande, d'Horkheimer, d'Adorno, dans ce courant de l'analyse systémique de la critique sociale. Systémique, ça veut dire pas à la surface, on analyse l'organisation interne des choses, on analyse les liens qui sont évidemment liés, mais qui ne se voient pas comme ça de façon spontanée, des liens profonds, des liens entre la famille et puis l'organisation capitaliste, des liens entre l'éducation de l'enfant et les militaires, et l'endoctrinement, je dirais, totalitaire. Ces liens-là qui ont été complètement affichés dans les années 70, à tel point que, encore quand j'ai intervenu à Berkeley et à Columbia avec des étudiants, et j'étais français, j'étais auréolé de tous ces philosophes français-là. La French Theory là-bas, c'était quelque chose, c'est encore quelque chose qui existe, même s'ils l'ont remanié à leur sauce, c'est quand même ces noms qu'on me cite. Philosophe français, Foucault, ça on me l'a sorti à Columbia et à Berkeley systématiquement. Foucault, il est mort en 84. Il n'y a plus rien depuis ces années-là. Deleuze, pareil, c'est une référence d'un philosophe qui faisait bouger un peu les choses, mais ce sont des philosophes qui ne sont plus là, plus avec nous. Et aujourd'hui, il y a un vrai marasme parce qu'on mise sur la philosophie pour aller mieux dans sa vie psychologique. C'est un versant de la philosophie. Ça existe, hein, c'est très sérieux. Je suis sûr que la philosophie peut nous aider psychologiquement. J'en suis absolument persuadé. Au fronton de la philosophie, il y a « connais-toi toi-même ». Gnosis Eoton. Sur l'oracle de Delphes, c'est l'oracle de Delphes, c'est Socrate, et c'est la naissance de la philosophie occidentale. Tu dois faire une introspection en toi-même, tu dois te connaître toi-même parce que sinon tu ne peux pas critiquer le monde véritablement. Poser un œil critique sur le monde, sur l'organisation politique de la société, c'est savoir d'où tu viens, d'où tu parles. Le mot qui était à la mode dans les années 70, d'où tu parles. Quel intérêt as-tu pour dire ce que tu dis ? Ça, c'est un versant de la philosophie. Et puis il y a l'autre versant de la philosophie. C'est un versant politique et pas psychologique. C'est transforme le monde. Depuis Marx, je dirais même depuis Nietzsche, c'est vraiment l'ambition de la philosophie. De ne pas simplement se contenter de contempler les choses et d'attester d'un état des choses, mais d'essayer de voir comment on peut trouver des marges de liberté, des marges d'action et surtout des marges où on pourrait reconstruire du collectif. Aujourd'hui, je pense que c'est un des combats de la philosophie politique et morale et éthique et en entreprise et dans l'art. Comment reconstruire du collectif, mais pas du collectif virtuel, pas du collectif sur Internet, pas seulement, mais du collectif là, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que là, on échange bien plus qu'une vidéoconférence, on échange nos présences. Et ça fait que ce soir, ça résonnera différemment qu'un chat sur Internet. Il y a véritablement une interpénétration des présences, des esprits, ça nous nourrit, c'est ce que j'appelle l'onde de charme, quelque chose de presque palpable, qui nous nourrit. Cette capacité de comprendre que quand l'autre rêve, le simple exemple d'un autre qui rêve m'incite moi-même à rêver. Ça fait rêver. C'est ce qu'on appelle l'enthousiasme, au sens étymologique du terme. C'est la définition même de l'enthousiasme. Qu'est-ce que l'enthousiasme ? Il y a un seul livre philosophique qui parle de l'enthousiasme.
dans une collection qui s'appelle Optique philosophique, qui est pas mal, fait par des profs de philo, un peu historiens de la philo, qui s'appelle L'enthousiasme, qui est assez bien fait, mais qui est assez pour passer des concours. Mais il y a un livre à lire pour l'enthousiasme. Une BD de plus de 2000 ans, qui s'appelle Ion, I-O-N. C'est Lion de Platon. C'est Platon qui a écrit ce livre, pas du tout connu. On cite la République, on cite les lois, on cite... Mais il faut lire Lion de Platon. Il faut lire aussi la critique de Jean-Luc Nancy, qui a fait une magnifique interprétation. C'est assez dur à comprendre, mais il y a toujours à prendre, parce que c'est poétique, comme dans Nancy. Jean-Luc Nancy a fait un commentaire de ce livre, et ça s'appelle « Le partage des voix ». Tout petit livre de même pas 50 pages. Quand vous lisez Lion de Platon, il y a une très belle définition de l'enthousiasme. L'enthousiasme, nous dit Platon, c'est la chaîne des passions. Qu'est-ce que la chaîne des passions? C'est l'enchaînement des passions. La chaîne au sens organique du terme, hein. Chaîne de molécules, chaîne alimentaire, voilà, exactement comme ça. La chaîne alimentaire des passions. Je suis enthousiaste, ça veut dire que je suis passionné d'abord. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, notamment dans la communication politicienne ou dans la communication au niveau de l'entreprise, mais la mauvaise communication d'entreprise pour manipuler. On a fait une très belle conférence avec Marc Herpoux sur M comme manipulation au Philo Barrio. Et donc, on a bien analysé, je trouve qu'on a été assez efficace, le scénariste et le philosophe, pour analyser la manipulation. On assiste à un enthousiasme creux aujourd'hui. Un enthousiasme de façade de mauvais comédiens, de mauvais acteurs. Vide. Parce qu'un enthousiasme, si vous voulez, un enthousiasme où il ne faudrait pas être passionné soi-même. Je mime l'enthousiasme, mais je n'ai aucune passion. Ma passion, c'est de te manipuler pour arriver à mes fins. C'est une passion assez modeste et rabougrie et mesquine. Et donc, ce qui est très intéressant avec l'enthousiasme, c'est que ça exige une vérité par rapport à soi-même, c'est d'être passionné soi-même. On ne peut pas être enthousiaste si on n'a pas un truc qui nous brûle. Des papillons dans le ventre, comme disent les Allemands. J'adore cette expression, avoir des papillons dans le ventre. Ils le disent pour les choses sensuelles, les choses de cœur, les premiers rendez-vous. J'ai des papillons dans le ventre, c'est magnifique. Plutôt que des fourmis dans les doigts. Et oui, donc, des papillons dans le ventre. Alors, un enthousiasme qui n'aurait pas la passion, c'est un enthousiasme extérieur, un peu comme une coquille vide qui essaierait de singer la noix qu'elle ne renferme pas. C'est-à-dire, j'affiche les signes extérieurs, un peu comme le bonheurisme. Le bonheuriste, c'est celui qui affiche « Hi, je suis heureux !» Le bonheur extérieur, donc il affiche tous les signes, il fait semblant de parler parce qu'il faut socialiser quand on est heureux, il fait semblant de sourire parce qu'il faut montrer qu'on sourit quand on est heureux. Il affiche les signes extérieurs de bonheur, et dans mon livre Magique étude du bonheur, je montre qu'il affiche les signes extérieurs du bonheur pour ne surtout pas être heureux. C'est quand même la thèse du livre. La thèse du livre, c'est qu'on pleurniche tous parce qu'on n'est pas assez heureux, parce qu'en fait, on ne veut pas être heureux. Parce que dès qu'on est bonheur, on est subversif. Dès qu'on est heureux, dès qu'on est bonheur. C'est s'enthousiasmer de la vie, le bonheur. C'est la plus belle définition du bonheur. Si l'enthousiasme signifie avoir une passion interne que l'on transmet, chaîne des passions, alors voilà, le bonheur, c'est ça. C'est s'enflammer de la vie et puis partager cette vie. Par quoi partager la vie? Pas par du blabla. Plus on partage la vie, plus on se sent vivant. C'est toute ma philosophie résumée. Et le grand courant philosophique de cette philosophie, c'est le soufisme persan. Le soufisme persan, Rumi, enfin tout un courant persan, le soufisme persan nous dit une chose très simple, si tu ne sais pas ouvrir ton cœur, tu meurs. C'est que quand tu ouvres ton cœur que tu es vivant. Sinon, c'est de la survie, sinon c'est de la comédie humaine. Et quand il dit ouvrir son cœur, ça pourrait paraître niais. Hein, vous savez, le petit mot « un sourire, c'est toujours gratuit, ça fait du bien quand on le donne. » C'est pas ça ouvrir son cœur. Ça serait un peu simple. Ouvrir son cœur, c'est dissoudre son moi. Tant qu'il y a du moi, le cœur est toujours contenu dans une barrière. Dissoudre son moi, c'est pas dissoudre en l'autre, c'est pas fusionner en l'autre. Je ne peux pas dissoudre mon moi en fusionnant avec l'autre. Quand je dis je fusionne avec l'autre, je confonds mon moi avec le moi de l'autre. Et c'est deux moi qui vont fusionner. Ils vont se perdre. Bien sûr, les frontières du moi vont se brouiller. Mais quand je dis dissoudre le moi, c'est dissoudre le moi dans l'instant, c'est dissoudre le moi dans la présence. Un comédien ne peut pas être présent s'il ne dissout pas son moi. Un comédien qui pense à lui en train de jouer ne peut pas jouer. C'est une notion élémentaire, je n'invente rien. Dissoudre son moi, c'est devenir présent. Tous les individus qui sont présents ne sont plus dans leur moi. Ils sont dans ce que j'appelle le jeu, J-E entre parenthèses U. Et le jeu, c'est fluide. Le jeu, tiens, c'est étonnant parce qu'on se rapproche d'une notion qui nous est familière ici.
Le jeu, c'est fluide, c'est le jeu des engrenages. C'est le jeu de l'identité qui joue du jeu de l'autre et qui s'adapte de façon agile, on le verra plus tard. Dissoudre son moi, c'est ce que permet précisément l'enthousiasme. Et ce qui est fort avec l'enthousiasme, c'est que ça dissout mon propre moi. Je te parle de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, avec toute ma brûlure intérieure. J'ai les yeux qui brûlent, j'ai les mains qui brûlent, j'ai les papillons qui brûlent. Et je te parle d'un truc, alors bien sûr, je serai comme un gamin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour la crédibilité académique, c'est très compliqué. Et Dieu sait qu'en France, on est écrasé par cette crédibilité académique. À tel point que quand quelqu'un me dit, à la fin d'une conférence, surtout un vieux de plus de 60 ans, qui regarde un peu comme ça, et qui me dit « Oh, vous êtes enthousiaste, jeune homme, 40 berges bientôt, jeune homme, jeune philosophe, vous êtes enthousiaste », je suis sûr que c'est une insulte larvée. Par contre, quand je vois des gens solaires, hommes ou femmes, dire oh, « vous êtes enthousiaste », alors là oui, merci, vraiment merci. Et le mot enthousiasme sert aussi à décrédibiliser aujourd'hui en France, pas du tout aux États-Unis. Quelqu'un d'enthousiaste aux États-Unis est crédible, totalement crédible, quelle que soit sa profession. Il peut être manager, il peut être président. S'il est enthousiaste, on dira que c'est un grand capitaine d'industrie s'il est dans l'industrie, et on dira qu'il sait mener ses hommes. Ça, il faut dire, voilà, j'essaie d'être optimiste avec mon voyage. Je vous livre là mon optimisme parce que dans les vidéos et dans tout ce que j'ai écrit là-dessus, c'était assez dur. Donc, je vous donne envie d'y aller, peut-être, juste pour vérifier ça et pour contacter Marek, qui donne de magnifiques cours d'anglais. Et donc, oui, l'enthousiasme, ça nous brûle et le moi se dissout. Et comme le moi se dissout dans l'enthousiasme, et là je vais un peu plus loin que Platon, en tout cas je dis des choses que Platon ne dit pas, il dit d'autres choses, il faut aller le voir, c'est magnifique. C'est une BD, vraiment, Platon, c'est de la BD, c'est du dialogue, il n'y a que du muscle, il n'y a pas de graisse, on est dans l'essentiel tout le temps, chaque mot compte. Et c'est passionnant parce que ça se fight, ça se clash, on est dans le combat philosophique. Et d'ailleurs, Socrate perd plein de fois, je ne sais pas pourquoi. Autant d'historiens nous racontent que Socrate, il gagne tout le temps, mais Socrate, il perd presque tout le temps. Socrate, il est là pour perdre. Socrate, c'est le seul qui fait tout un banquet où tout le monde se torche en parlant d'amour, et lui, il reste sobre. Et là, tous les philosophes, disons, non enthousiastes, disent c'est formidable. C'est formidable, Socrate, waouh, le mec! Un banquet, on se torche, on boit pendant toute la nuit, et Socrate, pendant que tout le monde dort complètement ivre après avoir parlé d'amour et avoir fait l'amour et avoir dit déclarer des flammes et refait le monde, tout le monde évidemment est heureux, alcoolisé, dans l'euphorie champagnesque, enfin je sais pas, c'était pas du champagne à l'époque, mais c'était du cycléon, enfin, je sais pas, l'hydromel, non, c'est plutôt celte, mais cycléon, c'était le cycléon. Bref, du vin. Et voilà. Et Socrate, il est sobre. C'est pas une défaite, ça. Est-ce que c'est pas une défaite assumée de Socrate ? Le soleil va se lever, il voit tous ses amis dormir, il veille sur la société, il veille sur la cité, il veille sur leur sommeil. Mais lui reste sobre. Quelle violence, quelque part. Quelle violence de rester sobre. Et nous, ça nous plaît, nous non enthousiastes. Je mets nous, parce que je suis solidaire de tous les Français, donc je me mets dans le camp des Français. Nous, ça nous plaît, ça. À l'université, Socrate qui reste sobre, c'est génial. À tel point qu'on a refait le coup du banquet. Plein de philosophes autour d'une table, récemment, il y a quelques années, un an ou deux, à parler d'amour et de philosophie. Et le but, c'est de ne pas être bourré, de boire plein de vin et de ne pas être bourré. Ça a marché. Bah oui, quand on est en contrôle, sur contrôle, on y arrive. On fait semblant. On fait semblant. Quel intérêt à la chose ? C'est la même chose avec le vin en Amérique. Le vin en Amérique est terrible, il monte à la tête tout de suite, c'est 14,5 minimum, gorgé de soleil en Californie, c'est terrible. C'est ensoleillé, c'est bon, c'est fait pour être ivre. Mais nous, le vin n'est jamais fait pour être ivre, on a d'autres alcools pour ça. Le vin est fait pour être dégusté. Alors, je comprends, moi, je n'arrive pas à trouver... Bon, j'ai lu Omar Khayyam, je sais qu'il y a une poésie du vin, j'ai lu surtout Bélas Hamvas, magnifique, lisez, je crois que c'est l'art du vin ou l'art de l'ivresse, Bélas Hamvas, philosophe hongrois, peu connu mais traduit évidemment en français, Bélas Hamvas, philosophe du Phénix, mais là il y a tout un travail de traduction du hongrois à faire, extraordinaire homme, Bélas Hamvas, H-A-M-V-A-S. Ne demande pas l'eau, demande la soif, parce que c'est dans la soif que tu trouveras l'enthousiasme. Et c'est dans la soif que tu vas pouvoir, parce que tu ne sentiras incomplet, espérer une amélioration de toi-même. Si tu as l'eau, jamais tu voudras t'améliorer. Si tu as le confort existentiel, si tout est à portée de main, si tu es tout plein de jouissance, de désir et de satisfaction réunis, tu es trop complet et il te manque le manque. Ce manque qui te permet la rencontre avec l'autre. Ce manque qui te permet, parce que tu as soif, de réclamer.
Ce manque, surtout, qui te permet de te sentir vulnérable, qui te permet de te sentir dépendant des autres. Eh bien, lorsqu'il dit « ne demande pas l'eau, demande la soif », il dit « sois enthousiaste ». C'est exactement la maxime de Rumi, au sens le plus platonicien du terme, comme le dialogue Lion, c'est-à-dire enclenche en toi-même une passion inassouvie. Une passion assouvie, c'est plus une passion. Une passion inassouvie, c'est-à-dire une construction du désir. Dans un de mes livres, Je t'aime, je définis la passion comme ça. La passion, c'est la saga du désir. La saga du désir, l'épopée de soi, l'épopée du désir. C'est un désir, mais on n'en a jamais, parce qu'on en invente des nouveaux désirs. C'est ça la passion. Une matrice à inventer de la non-satiété, de la magnifique chanson I can get no satisfaction. Marie, tu peux nous le dire en anglais avec ton accent? Ah, c'est pas mal. Ouais. No satisfaction, c'est ça la maxime de Rumi. L'enthousiasme, je résume, l'enthousiasme nécessite de pouvoir sortir des frontières de l'ego compris comme quelque chose qui nous enferme, mais aussi qui nous détermine dans la société. Et les moments de vraie présence et de vraie rencontre nécessitent cette levée. Et je disais qu'en Amérique, cette levée est plus facile, je ne sais pas après ce qu'ils en font, on peut avoir nos clichés, mais en tout cas cette levée est plus facile qu'en France où il y a une sorte de marasme, qui est un marasme très profond. Je pense que la France va très très mal, l'esprit français, par sa propagande, par ses valeurs, par ses médias, par nous tous aussi, faut dire ce qui est, notre désillusion des grandes fêtes collectives, notre désillusion du social qu'on n'arrive plus à renouer, perdu comme on est dans une sorte de psychologie qui n'est certainement pas la tienne, mais qui est une psychologie dépolitisante, qui désengage de la cité et au lieu d'engager. Eh bien, nous sommes dans ce marasme, une sorte de morosité que j'ai appelée la sinistrose. Et ce que j'aime dans le mot sinistrose, c'est que c'est aussi la mort de la gauche. Ça me plaît, sinistère, la gauche. Nous devons être mus par une philia, mot grec, qui signifie l'amour du citoyen, l'amour entre citoyens. Nous partageons un même espace, un même territoire et un même destin politique. L'amour entre citoyens, de certaines politiques et certains états d'esprit ont totalement broyé ça. Et ça, c'est notre sorte de le reconstruire. Et la première chose pour le reconstruire, dans des crèches, à l'école, dans des ateliers, à l'usine, dans vos vies, dans les dîners du dimanche où on s'ennuie, dans les repas d'affaires, dans les repas mondains. Pour reconstruire ça, il faut réhabiliter l'enthousiasme. C'est-à-dire faire front à deux critiques possibles. Tu n'es pas sérieux académiquement parlant. Alors là, ayez suffisamment de liberté dans vos vies particulières, suffisamment d'indépendance pour pouvoir regarder avec un grand sourire d'onde de charme la personne qui vous dit « tu es enthousiaste » pour vous insulter. La personne qui se sert de ce magnifique mot d'enthousiasme ou le mot que tu as mis Philippe, d'émerveillement, pour finalement vous dire que vous êtes un grand enfant et que vous êtes dans la lune et qui va vous décrédibiliser et ôter votre sérieux. Je pense que l'enthousiasme est un gage de sérieux. Je pense qu'à un moment, si on a affaire à quelque chose de sérieux, je le vois avec A, qui travaille chez Dior, qui a travaillé à Hermès, qui est directrice de Dior et d'Hermès, je le vois par son enthousiasme actif. Alors peut-être qu'en Asie, au Vietnam, c'est plus facile. La première chose donc je disais pour l'enthousiasme, c'est de se sentir crédible parce qu'enthousiaste. Je pense honnêtement et en toute modestie incarner ça dans le domaine de la philosophie. Il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont magnifiquement enthousiastes et qui sont intellectuels. Mais le combat est dur. Et vous, la question que vous devez vous poser dès maintenant, pour dimanche, c'est qu'est-ce que vous avez fait de votre enthousiasme? Qu'est-ce que vous avez fait de votre feu sacré? C'est une question à maturer chacun pour soi, mais reconnecter avec ça, se reconnecter avec ça. Et le jeu permet ça. Si tu te connectes à ton feu sacré intérieur, alors forcément, le moindre feu sacré de l'autre, perçu dans un regard qui brille pour le professeur lorsqu'il s'adresse à une classe, pas besoin de cours d'empathie pour le professeur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Être professeur sans empathie, comment c'est possible? Et Dieu sait qu'on en crée des professeurs comme ça aujourd'hui. Mais la moindre brûlure dans la présence de l'autre, un regard, un sourire, un « j'ai compris alors que je n'avais pas compris », donc quelque chose de vivant qui se manifeste, émerveillement face à la vie, s'il vous plaît. Le moindre feu ardent de l'autre deviendra ton feu, viendra grossir ton feu. Et ton feu viendra grossir le feu de l'autre. Ce qu'est la définition même de l'enthousiasme. Ma passion devient par contagion ta passion, par prolifération. Eh bien, c'est ça l'onde de charme. L'empathie ne peut fonctionner que par transmission d'onde de charme.